Alors dans le support de cours du chapitre 14, on va essayer de reparcourir ensemble l'essentiel. Bon, vous avez compris qu'il y a une grandeur qui est très importante dans ce chapitre qui s'appelle l'énergie interne. Alors on peut la définir rigoureusement dans l'encadré, je le relis. La grandeur associée à un système qui s'appelle l'énergie interne rend compte de l'énergie contenue à l'échelle microscopique dans un système. En fait, cette grandeur, notée U le plus souvent, elle a été inventée pour rendre compte du fait que dans un solide, même si ce solide est à l'arrêt, même si ce solide n'est pas en altitude, sous-entendu, même si ce solide n'a pas d'énergie cinétique, même si ce solide n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur, alors il a quand même de l'énergie, entre guillemets, en lui. Il a de l'énergie en lui du fait de l'agitation des molécules. Si l'agitation est importante, sous-entendu si la température est importante, alors le système contient plus d'énergie que si l'agitation est faible, sous-entendu que si la température est plus faible. Eh bien, l'énergie interne rend compte de l'ensemble de ces mouvements. Et cette énergie interne, tout de suite après, on peut voir dans quelle mesure on peut l'augmenter ou la diminuer. Dit autrement, dans quelle mesure on peut la faire varier. Et c'est l'objet de l'encadré suivant. L'énergie interne peut varier sous deux effets. Soit en apportant au système que l'on étudie un travail, on va revenir sur quelques exemples concrets, soit en apportant au système que l'on étudie de l'énergie thermique. Alors, plusieurs exemples de travaux sont possibles. Dans l'exemple qui est décliné dans l'encadré à droite, prenons un radiateur électrique. Un radiateur électrique est branché sur une prise électrique. Il reçoit donc un travail électrique. Un autre travail envisageable serait le travail associé à des forces de pression. Imaginez que cette fois-ci le système soit un gaz, le gaz emprisonné dans une chambre à air de la roue d'un vélo par exemple. Lorsque vous gonflez la chambre à air, vous poussez sur une pompe, vous appuyez donc à l'aide d'une force qui produit un déplacement sur le système. En fait, vous fournissez un travail au système, ce qui peut augmenter son énergie interne aussi. En ce qui concerne les transferts thermiques, je pense que c'est un peu plus facile à envisager. Pour augmenter l'agitation d'un corps, on peut augmenter sa température et toutes les choses associées à l'augmentation de température sont incluses dans le terme Q majuscule. Autre chose très importante dans cet encadré, c'est la convention ou les conventions de signes. On est obligé d'adopter un type de convention. On compte positivement tout ce que le système reçoit, négativement tout ce que le système cède. Si on veut reprendre une minute de plus l'exemple du radiateur électrique, il reçoit un travail électrique, le radiateur électrique, puisqu'il est branché au réseau, donc W est positif, et le but d'un radiateur électrique, c'est de céder de la chaleur à l'extérieur du radiateur, sous-entendu la pièce qui entoure le radiateur. Donc le transfert thermique du radiateur, il est négatif. Le transfert thermique est bien cédé par le radiateur vers l'extérieur. Bon, en fait, on vient de voir là le plus important du chapitre 14 et ce qui est aussi le plus nouveau dans ce chapitre. La suite est en fait connue de la classe de première. Vous saviez déjà en commençant ce chapitre que lorsqu'on chauffe un liquide, alors on augmente son énergie interne et la formule associée, on l'a utilisée un grand nombre de fois dans les exercices d'entraînement, elle était déjà connue depuis l'année dernière. Vous ferez simplement attention aux signes, là aussi lors des applications numériques. L'encadré suivant fait apparaître plutôt des mots nouveaux. Peut-être que certains d'entre eux, vous les aviez déjà entendus dans le cadre du cours de SVT, pour les mouvements dans le manteau terrestre. Alors, il y a trois façons de transférer de l'énergie thermique à un corps. Soit par conduction. La conduction, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un solide. Soit par convection, où là, il y a un mouvement de matière
Là, typiquement sur l'exemple de l'air chaud, de la source chaude vers la source froide. Et une autre façon de transférer de l'énergie thermique un peu plus étonnante, puisqu'elle peut se faire dans le vide, par exemple entre le Soleil et la surface terrestre, c'est le rayonnement. On peut, par l'intermédiaire de rayons électromagnétiques, en fait par l'intermédiaire de particules qui portent une énergie et qui s'appellent les photons, transférer de l'énergie d'un point A à un point B, même si entre le point A et le point B, il n'y a rien, du vide. Alors dans la suite du support de cours, d'autres notions sont définies, mais j'insiste sur le fait que très officiellement dans le programme de la classe de terminale, les deux formules que l'on va voir et dont on va rappeler le sens sont des formules qui ne doivent pas être connues, elles ne sont pas dans des encadrés. En fait, elles seraient toujours rappelées. Alors, il faut définir la notion de flux ou la notion de flux thermique plus précisément ici. Un flux, c'est une grandeur par unité de temps. Donc un flux thermique, c'est une énergie thermique par unité de temps. C'est ce qui est résumé ici. Le flux thermique à travers une paroi, à l'intérieur de laquelle il fait plus chaud qu'à l'extérieur, eh bien ce flux, c'est une énergie thermique rapportée à un temps. Et la première formule, encore une fois qu'il ne faut pas connaître, c'est que ce flux thermique, il est défini comme la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la paroi, rapportée à une nouvelle grandeur qui s'appelle la résistance thermique de la paroi. Si on l'a appelée comme ça, c'est pour la raison suivante. Plus la résistance thermique de la paroi est importante, plus la paroi sera imperméable au transfert d'énergie thermique de l'intérieur vers l'extérieur. Dit autrement, plus la résistance thermique est importante, mieux le bâtiment ou la paroi est isolé. La résistance thermique dépend évidemment des matériaux constituant la paroi, mais aussi de son épaisseur et de sa surface. La résistance thermique peut donc être exprimée d'une autre façon, à savoir le rapport entre l'épaisseur de la paroi, un nouveau coefficient qui s'appelle la conductivité thermique, et la surface de la paroi. Si vous voulez vous faire une représentation plus microscopique du phénomène de flux thermique par conduction à travers une paroi, vous pouvez avoir recours à cette illustration. Les particules situées du côté chaud de l'habitation sont des particules qui sont davantage en mouvement que les particules situées du côté froid de l'habitation ou de la paroi. Et comme les particules se touchent mutuellement, eh bien, les vibrations importantes des particules situées côté chaud se transmettent de proche en proche vers les particules qui vibrent un peu moins et qui sont du côté froid de la paroi. Il est impossible d'avoir une paroi parfaitement isolée dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, et puisque l'énergie, on sait aujourd'hui que c'est une ressource rare, précieuse et de plus en plus chère, on essaye de maximiser la résistance thermique des parois, mais on ne peut jamais parvenir à une résistance thermique infinie. Alors la dernière partie du cours peut très largement être remplacée par des exercices d'entraînement. Je veux dire par là qu'elle présente une méthodologie, mais les exercices font déjà apparaître cette méthodologie et les exercices sont plus importants que cette partie-là du cours. Pour établir un bilan d'énergie, donc en fait pour savoir comment se comporte du point de vue de l'énergie un objet, il faudra toujours définir le système que l'on étudie. Pour pouvoir définir le système et ce qui n'est pas le système, en fait ce qui n'est pas le système, souvent on appelle ça l'extérieur. Il faudra aussi lister la nature des transferts thermiques entre le système et l'extérieur, et puis associer des sens à ces transferts thermiques, sous-entendu associer des signes à ces transferts thermiques. Alors on pourrait multiplier les exemples, on va en détailler deux, et encore une fois les exercices sont là pour en ajouter. Lorsqu'on prend une tasse de café chaud entourée d'air plus froid, eh bien plusieurs transferts peuvent être envisagés. Si jamais la tasse est placée au soleil, il y a un rayonnement thermique incident positif qui arrive sur la tasse, mais comme la tasse est chaude, elle émet des infrarouges, donc il y a un rayonnement thermique qui est cédé à l'extérieur. Et puis, comme la tasse est chaude et entourée d'air chaud, par conduction,
la tasse se refroidit, elle cède du transfert thermique à l'extérieur. Puis pour le deuxième exemple, c'est l'exemple d'une capsule spatiale qui reviendrait dans l'atmosphère terrestre. Alors cette capsule qui est en train de tomber frotte sur l'air de l'atmosphère. Donc la capsule reçoit un travail de frottement de la part de l'air sur sa surface. La capsule est chaude à cause de ces frottements. Elle émet donc un rayonnement vers l'extérieur. Et puis, la capsule est en contact avec l'air. La capsule est plus chaude que l'air. Donc, par conduction, la capsule cède aussi un transfert thermique vers l'extérieur. Voilà, on peut multiplier les exemples. Je pense que les exercices sont là pour ça et constituent des situations peut-être plus concrètes.